Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Connectez-vous. On reviendra sur l'actualité. Connectez-vous. Bonsoir, bonsoir à tous. Partagez le live et invitez le maximum de personnes possible. Vous connaissez la tradition. Bonsoir, partagez, partagez massivement. Bonsoir, partagez. Partagez le direct, partagez, invitez le maximum de personnes possible. Partagez. On va commencer d'ici quelques secondes. Voilà, on va commencer. Partagez le live, partagez. Alors, on va revenir sur les sujets les plus brûlants de l'actualité. C'est d'ailleurs très très intéressant de revenir sur ce qui s'est passé en Algérie. On va faire le parallèle ici avec le Cameroun. J'ai fait un petit post hier là sur la question. Quand j'ai appris sur BFM TV que le président Abdelaziz Bouteflika et toute son équipe avaient voilà, pris cette décision de ne pas briguer un 5e mandat. Ça, j'étais super content. Je me suis dit, bravo. C'est une petite victoire pour le peuple. C'est une petite victoire pour le peuple, même si les victoires ne sont jamais petites. C'est très intéressant pour les Algériens qui vont devoir prochainement se mobiliser, parce qu'il faut bien préciser que la mobilisation n'a pas faibli. Malgré l'annonce de Bouteflika, la mobilisation n'a pas faibli du tout. Les gens continuent de se mobiliser. Les gens continuent à l'étranger même d'ailleurs, en Algérie, en Algérie comme en Tunisie. Il y a beaucoup, je dis bien beaucoup, qui se retrouvent du côté de la Tunisie, qui ne sont pas forcément des Algériens, qui se sont mobilisés, je dis bien qui se sont massivement mobilisés pour soutenir les femmes algériennes. Parce qu'il faut préciser que les femmes algériennes ont une place centrale, une place de choix dans ce combat. L'Algérie, il y a beaucoup, j'ai lu quand même quelques préoccupations, des gens qui me disaient de toute façon l'Algérie, ce n'est pas le Cameroun. Les Camerounais ne peuvent pas sortir parce qu'on va tirer sur eux. Ceux-là n'ont rien compris, c'est des prétextes complètement bidons. Je rappelle que le gouvernement, le régime dictatorial algérien est 100 fois plus dangereux que le régime Biya. Sauf qu'à un moment, c'est des gens qui sont aussi non seulement jaloux de leurs intérêts, je parle ici des dirigeants, du peuple bien sûr, mais surtout, il y a un peuple derrière qui ne lâche rien. Le tout, c'est une affaire de... C'est un problème de rapport de force en fait. Quand les Algériens sentent que le peuple se lève pour dire non au gouvernement, le régime en place sait qu'il n'a pas droit à l'erreur parce que c'est un peuple d'abord qui aime revendiquer. C'est un peuple qui a toujours revendiqué. Donc ils ont le devoir de trouver le juste milieu pour pas que ça flambe dans tout le pays. Ils savent très bien que c'est un peuple de révolutionnaires. Les Algériens ne sont pas comme nous. Il y a certains camers qui m'ont dit de toute façon, vous parlez beaucoup, vous êtes toujours en Europe en train de manifester,
Revenez au Cameroun manifester comme nous. Ça, c'est devenu maintenant un classique. C'est toujours ce qu'on entend tous les jours. Le même discours, vous n'allez jamais l'entendre du côté des Algériens. Vous n'allez jamais l'entendre du côté des Tunisiens. J'ai d'ailleurs pris quelques images. Il y a beaucoup qui sont en train de manifester, qui sont à l'étranger. Et ils n'ont pas de problème avec leurs compatriotes qui sont restés au pays. Donc je comprends derrière qu'il y ait quand même beaucoup de frustration, beaucoup de haine gratuite et surtout beaucoup de jalousie de la part des Camerounais qui sont sur place. Je ne dis pas que tous sont dans la misère, il y a des Camerounais qui vivent au pays, qui sont très bien d'ailleurs, qui gagnent très bien leur vie. Mais la majorité, on le sait, c'est des gens qui sont dans la merde et qui souhaiteraient aussi voir les autres dans la merde comme eux. Donc, partagez massivement le direct, s'il vous plaît. Invitez le maximum de personnes. Un direct avec 70 personnes, c'est pas possible. Éclatez-moi ça, explosez-moi ça avec les partages, explosez-moi ça avec les likes, les cœurs aussi, c'est très important. Et surtout, invitez les autres. Alors, j'ai pris quelques images. On va aller progressivement. Partagez le direct, partagez s'il vous plaît. Envoyez le maximum de likes et de cœurs partagés. Donc, pendant qu'on est en train de... Ah, j'allais oublier quelque chose de très très important. Il y a quelques trucs que j'ai pris, quelques petites notes pour ne pas me perdre et surtout aller à l'essentiel. Ce n'est pas toujours important de faire 3-4 heures de direct. Je préfère prendre le temps, être le plus court possible et être très très pointu dans mon argumentation et surtout limiter ce temps-là pour pas souvent aussi... Je souhaiterais d'abord, voilà, j'ai pas eu l'occasion de le faire. Je vais rendre hommage à toutes ces familles endeuillées. Vous savez, bon, il y a eu le crash, vous savez qu'il y a eu le crash d'Ethiopia Airlines. Ça reste l'une des plus grandes compagnies du monde. Ça reste la compagnie préférée des Africains. Il faut continuer, voilà, de voyager à bord d'Ethiopia malgré tout ce qui est arrivé. Donc, je voudrais juste poser quelques petites questions. Du moins, par rapport à tout ce qui s'est passé, il y a quelque chose qui m'a beaucoup interpellé, il y a quelque chose qui a attiré mon attention. Je me suis dit, mais pourquoi on passe le temps à dénigrer? Pourquoi ce continent qui est tout le temps dénigré est pris d'assaut par les Occidentaux, pris d'assaut par... c'est complètement faux ce que tu racontes, Johan Tamak. Je vais peut-être entrer dans les détails plus tard. Je vais entrer dans les détails après et peut-être tu comprendras mieux ce que c'est. J'espère que pour le volume maintenant c'est bon parce qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé le volume, qui demandait d'augmenter le volume. Donc partagez encore le direct s'il vous plaît, partagez le direct. La question que je me pose, hein, sur 157 passagers qui étaient à bord, pardon, avec 8 membres de l'équipage, il y a quelque chose qui m'interpelle particulièrement. Je ne dirais pas que ça me choque. Il y a d'ailleurs les hôtesses de l'air qu'on a présentées, qui étaient toutes belles, magnifiques d'ailleurs. Je me demande ce que faisaient autant d'Européens dans un vol de l'Éthiopie pour le Kenya. Elle dit que l'Afrique, on tape dessus tous les jours, c'est le continent le plus pauvre, il y a de la misère, il y a ceci. Et nous-mêmes Africains, nous tombons dans le piège, comme ces mêmes ennemis qui veulent nous décourager, qui veulent nous pousser à détester notre continent. On est encore dans les mêmes chansons avec eux. L'Afrique, c'est la misère, c'est la haine, c'est le tribalisme, c'est la guerre, c'est la laideur, c'est l'Afrique, c'est tout ce qui est mauvais. Mais je me demande, pourquoi dans un vol, si c'était peut-être un vol à Addis Abeba pour Paris, Addis Abeba, je ne sais pas, Toronto, on aurait compris. Mais c'est un vol qui part de l'Éthiopie pour le Kenya. Je me demande, qu'est-ce que 18 Canadiens allaient faire au Kenya? C'est à nous de comprendre que pendant qu'on est en train de détester l'Afrique, pendant on malparle de notre continent, pendant que nous-mêmes Africains dénigrons notre continent, il y a d'autres derrière qui sont en train de se sucrer, qui sont en train de se faire le beurre dans notre continent. Et demain, sur ce continent, nous allons être les étrangers chez nous-mêmes. C'est même déjà le cas. C'est à nous maintenant de lutter pour pas que ça se reproduise.
Donc voilà, dans un vol d'Éthiopie en direction du Kenya, à l'intérieur du continent africain, il y a plus d'étrangers. Et la plupart, ce sont eux qui occupent des classes business et autres. 18 Canadiens. 8 Chinois, qu'est-ce qu'ils allaient chercher là-bas? 8 Italiens, 8 Américains, 7 Français, 7 Anglais, 6 Égyptiens, même si on va dire que c'est toujours l'Afrique, 5 Allemands. Qu'est-ce qu'ils allaient chercher là-bas? C'est la preuve que l'Afrique, c'est le Eldorado. Ce continent que nous passons le temps à détester. Ceux qui sont en Europe se sentent tellement européens qu'ils dénigrent leur continent. Ceux qui arrivent en Europe se sentent européens, ils prennent des nationalités européennes et se mettent à dénigrer leur continent. Et surtout, ne se battent même plus pour leur continent. Se battent pour l'Europe. Se sentent européennes. Européens se sentent canadiens. Se sentent américains. Pourtant, pendant ce temps, il y a des Français, des Belges, des Allemands, des Canadiens, des Américains qui sont en train de faire le déplacement dans le sens contraire, qui vont en Afrique s'accaparer de nos richesses. C'est la leçon à retenir de ce crash. C'est la leçon à retenir, il faut bien voir. Ils sont encore là, 4 Indiens, 3 Russes, 1 Belge, 2 Israéliens, 1 Norvégien, tous des Blancs, en train de se diriger au Kenya. Donc l'Afrique, il faut bien qu'on commence à se poser les questions. Est-ce que derrière, on n'a pas laissé le Eldorado? Raison pour laquelle, en tant qu'Africain, où que tu te trouves, ton premier combat doit être celui-là, de se battre où que tu te trouves pour que ton pays, ton continent soit libéré. On peut mener le combat étant à l'étranger. Il y a ceux qui m'ont dit, quelques Camerounais que j'ai d'ailleurs pris le soin de bloquer parce que je ne veux plus ce genre de personnes sur ma page. J'ai vérifié, ils étaient amis avec moi. Tout de suite, j'ai bloqué parce que je ne veux plus faire ce genre de débat. Avant, j'avais la force, j'avais beaucoup d'énergie, mais ce temps-là est passé. Si je vois quelqu'un qui veut me perdre mon temps, tout de suite, je bloque. Je ne veux pas me casser la tête avec ça. Donc, le mec trouve que nous parlons beaucoup à l'étranger et on ne veut pas venir au Cameroun nous battre et autres, oubliant que de l'étranger, regardez l'action. Je vous rappelle que depuis tout ce qui se passe en France, il y a beaucoup, le peuple même algérien a manifesté, mobilisation massive sur place en France, en Belgique, en Italie, en Angleterre, au Canada et jusqu'en Tunisie. Vous allez dire que de toute façon, entre eux, il y a de la haine. Mais attention, quand les Algériens se mettent ensemble pour dire non au gouvernement, il n'y a plus l'affaire d'Arabes algériens et Kabyles algériens. Ou bien Chaoui et autres. Il n'y a pas ce débat-là. Ils sont tous Algériens avant tout. Tous Algériens. On tente de nous faire croire que de toute façon, ils sont en opposition. Mais non, quand il s'agit de vrais sujets, ils sont tous ensemble. Ils mettent tous la main dans le même paquet. Partagez massivement le direct. Partagez. Donc, il y a quelqu'un tout à l'heure qui disait que l'Algérie, il faut prendre juste le temps. Je dis bien, prends juste le temps. Tu consultes, c'est disponible sur Google. Tu tapes, tu vas rentrer dans l'histoire de l'Algérie, la guerre de l'Algérie, la colonisation. Tu vas rentrer dans l'histoire pour comprendre que c'est un peuple qui n'a jamais rien lâché. Je dis bien, jamais rien lâché. Il faut voir le nombre de femmes. C'est pour ça qu'on vous dit, la place de la femme dans un combat est très important. La place de la femme dans un combat est super important. Donc, regardez le nombre de femmes qu'il y avait dans les rues. Vous allez voir le nombre de femmes algériennes qui étaient dans les rues. Et mères algériennes là-bas, leur dire qu'on est de cœur avec elles et non au 5e mandat et non au système et on veut une nouvelle démocratie, une nouvelle république, voilà, une Algérie jeune et prospère. Les élites, Partagez. quitter son pays, c'est la preuve, c'est l'échec de cette société, c'est l'échec de voilà les femmes qui manifestent. De leur politique. On veut construire une Algérie nouvelle. En tant que femme, je revendique la place fondamentale d'Ivo dans ce mouvement et dans ce soulèvement populaire comme elle a fait en 88
l'intifada et le soulèvement pour le pluralisme, on fait aujourd'hui, on marque notre présence en tant que femme algérienne, Action Femmes, pour que le système... Voilà. Et après ça, il y a beaucoup d'autres images. Regardez comment les femmes se battent. Regardez la mobilisation. Regardez comment les gens se mobilisent pour que les choses changent chez eux. Pour le changement, regardez comment les gens se mobilisent. Mobilisation par solidarité. Donc voilà les Tunisiens mélangés avec les Algériens qui disent non. Et pendant ce temps, le Camerounais pense que... un point positif, Inch'Allah, et on doit exterminer ce petit problème qui a duré déjà 20 ans de cela. Il y a déjà le précédent tunisien, et puis il y a eu aussi des révoltes en Algérie. Mais cette fois, ça ne reviendra, on reviendra jamais en arrière. Parce que c'est tout le peuple. Il y a une unité extraordinaire, il y a une prise de conscience comme jamais auparavant. Pendant ce temps, regardez la communion qu'il y a eu entre les Tunisiens et les Algériens pour dire non au 5e mandat d'Abdelaziz Bouteflika. Pendant ce temps, le Camerounais estime que un Ivoirien n'a pas le droit de parler de la crise anglophone. Le Camerounais estime que le Gabonais n'a pas le droit de parler de la crise de Soudan qui est dans son pays, qui sévit dans son pays. Entre-temps, l'Ivoirien pense que pour le problème Gbagbo Ouattara, il n'y a que eux pour en parler et que les autres n'ont pas le droit. Pourtant, ils sont tous africains. Regardez de leur côté ce qu'ils font. Regardez le bon exemple qu'ils montrent. Cette solidarité-là. Entre-temps, nous, on est dans des faux débats. Regardez, la dame, elle a parlé du soulèvement en 1988. Elle a parlé de l'intifada. Elle a parlé du pluralisme et autres. C'est un pays où les gens se sont toujours battus. Les femmes algériennes, le semblant de liberté qu'il y a aujourd'hui dans leur pays, elles sont à l'origine de ce combat. Elles se sont battues. Je le disais ici la dernière fois, beaucoup ne pouvaient pas à l'époque aller à l'école. Beaucoup de femmes n'avaient pas le droit d'aller à l'école. Beaucoup d'enfants également ne pouvaient pas aller à l'école. C'est grâce au combat des femmes algériennes. C'est grâce à leur combat, regardez leur mobilisation. C'est pas que l'armée, c'est qu'ils ont contraint l'armée, ils ont contraint les policiers, c'est parce qu'ils sont nombreux. Tu parles de l'armée, ils sont combien? Ils sont combien? Quand tu dis que c'est parce qu'ils ont la chance d'avoir l'armée de leur côté, je te dis non. Comment ça ils ont l'armée de leur côté? La question qu'il faut te poser, c'est que ils sont combien? Quand tu parles de l'armée, ils sont combien? L'armée camerounaise, ça c'est combien d'hommes? C'est justement parce que ce peuple ne s'est pas soulevé. Il ne faut pas tenter de dire que non, c'est parce que l'armée est du côté du peuple. Non, c'est faux. L'armée n'a jamais été du côté du peuple. Que ce soit les policiers, que ce soit les gendarmes, que ce soit l'armée française, ils sont du côté des dirigeants. Ils ne sont jamais du côté du peuple. C'est au peuple maintenant qui est plus nombreux et qui est souverain de contraindre ces gens-là à travailler au compte du peuple. De travailler à son compte. Si les Camerounais s'étaient levés massivement, je dis bien dans tout le pays, tous et au même moment, l'armée camerounaise vaut quoi? L'armée camerounaise, c'est combien d'hommes? Qu'est-ce que l'armée camerounaise est capable de faire à la population? Mais je dis bien rien. Les premiers à se lever et danser, chanter avec le peuple seraient les mêmes militaires. Ce qui s'est passé en Algérie, et ce n'est que le début. Je rappelle qu'ils n'ont pas lâché. Hein. Les mobilisations continuent. Les mobilisations continuent. On revient encore sur un mot précis, sur la phrase de Maurice Kamto. L'incapacité des Camerounais à s'indigner collectivement. Voilà ça qui a payé en Algérie. Les Algériens se sont levés 600 000 au même moment dans le pays. 600 000. Ils ont manifesté et ça a porté ses fruits. Voilà ce qu'on demande au peuple camerounais. Au lieu de dire que non, vous êtes en Europe, vous parlez trop, venez au Cameroun combattre. Venez au Cameroun faire comme nous. Pendant ce temps, c'est vous qui mourrez du Ben-Sikine. Le Ben-Sikine vous tue. Pendant ce temps, c'est vous qui avez le problème du paludisme. C'est vous qui mourrez sur les lits d'hôpitaux pour un problème de 1000 francs. Ce sont nos mamans entre-temps qui meurent sur des lits d'hôpitaux pour une affaire de 2000 francs qu'on n'a pas déposé, qu'on n'a pas donné au Choco. Donné comme Choco, voilà, aux médecins
pour qu'on fasse, je sais pas, un carnet, pour qu'elle soit consultée et autres. La faute à qui? Il y a l'autre qui m'a dit, il y a certains Camerounais qui se sont permis d'aller détruire l'ambassade. Les Algériens n'ont pas détruit l'ambassade de leur pays. L'Algérien n'a pas l'intérêt, je dis bien l'Algérien n'a aucun intérêt à aller manifester devant son ambassade ou détruire son ambassade. L'Algérien, pour la bonne et simple raison que il est à l'abri des besoins primaires. L'Algérie, c'est un pays riche, l'un des plus riches du monde. Et le peuple algérien bénéficie, le minimum, je dis bien, le peuple algérien bénéficie du minimum, même s'ils ne sont pas tous à un certain niveau de vie. Mais tu ne peux pas comparer le niveau de vie d'un Algérien au niveau de vie d'un misérable Camerounais. Il n'y a même pas photo. Même le plus pauvre Algérien a de quoi manger. Le plus pauvre Algérien a du pain. Il a du lait, il a du fromage, il a tout. Même le plus pauvre Algérien. Avec 200 dinars, à peine 200 dinars, ils vont au marché, ils font des courses, ils mangent chez eux, ils n'ont pas les mêmes problèmes. Ils ont les plus grands hôpitaux dans leur pays. Des hôpitaux flambant neufs qui n'ont rien à envier, je dis bien, rien à envier au plateau technique qu'il y a un peu partout en Europe. Partagez le direct, invitez le maximum de personnes, s'il vous plaît. Ils n'ont rien à envier. Ils ont des grandes universités chez eux. C'est le cas au Cameroun. Est-ce que tu peux en dire autant du Cameroun? Ils n'ont peut-être pas des meilleures autoroutes parce qu'ils ont à peine... il y a une seule autoroute en Algérie qui de l'est en ouest, c'est tout. Tu vas comparer à quel autre pays? Les Camerounais sont là, ils meurent de faim, ils meurent de soif, ils ont tous les problèmes du monde. L'Algérien n'a pas un problème d'électricité, il n'a pas un problème d'eau potable. L'Algérien n'a pas ce problème. L'Algérien, même le plus pauvre, malade, se soigne dignement dans un hôpital de qualité. Il dit même dans les villages les plus reculés. Le gaz est accessible à presque tous. Je dis bien à tous, même pas presque. Le gaz, accessible à tout le monde, même le plus pauvre. Ils ont le droit, à un moment, même s'ils revendiquent, oui, mais ils savent quand même que quelque part, ils n'ont pas, ils ont déjà quand même certains acquis. Or, toi, le Camerounais qui te lève le matin, tu n'es pas sûr si tu vas déjeuner, tu n'es pas sûr si tu vas manger, tu n'es pas sûr si le soir tu vas dîner, tu ne sais pas si tu tombes malade d'office, tu sais qu'en allant à l'hôpital, tu as moins de chances de te soigner dans de meilleures conditions. Même quand tu as l'argent au Cameroun, ça ne suffit pas. Dans ce cas-là, c'est à qui de se battre? C'est aux Camerounais de se lever. C'est aux Camerounais de se battre. Pour se libérer, c'est à eux de se battre. Et les Algériens continuent de manifester. Regardez en France avec tout ce qu'ils ont comme richesse. Regardez l'Angleterre. Regardez ces grands pays. Ils continuent de se mobiliser. Ils continuent de manifester. Même s'il y a certains qui estiment que nous, sur la toile, on bavarde seulement, on ne fait jamais rien. Je vous dis que le travail que nous faisons sur la toile porte ses fruits. Que ça vous plaise ou non, le travail qu'on fait, ça porte les fruits. Ça porte ses fruits. Regardez le 8 mars, récemment. Vous avez vu le 8 mars, comment ça s'est passé au niveau du pays. Même la femme qui portait l'habit de la honte, le pagne de la honte pour aller manifester avait honte. Il y avait combien de personnes? Il y a beaucoup de gens qu'on a contraints à aller manifester avec les habits du 8 mars. Certaines femmes qu'on a, certains salariés même, d'ailleurs, c'est même très grave parce qu'il y a beaucoup de salariés camerounais qui ont vu une partie de leur argent, de leur salaire être prélevé aux sources, prélevé à la source par leurs entreprises pour financer les pagnes du 8 mars. Beaucoup veulent se plaindre, mais ils ont peur de perdre leur travail. Beaucoup de ces femmes-là veulent se plaindre, mais elles ont peur. C'est à qui d'aller manifester? C'est à qui de se mobiliser? C'est à nous de le faire. Mais on estime que, voilà, on est à l'abri. Moi, je veux prendre quelques petits exemples. Ça, franchement, il y a des trucs qui me choquent. Quand je regarde la mentalité des Camerounais, je dis vraiment, c'est très grave. Je dis, c'est très, très grave. Je vais encore prendre quelques exemples. On va commenter ensemble. C'est un peuple qui a une fierté. Tu ne peux pas comparer un Algérien à un Camerounais. Il n'y a même pas photo. L'Algérie a connu la guerre. Ça, c'est quand même ce qu'on a en commun. On a obtenu l'indépendance suite à une guerre ouverte contre la France. Ça, c'est un acquis.
Un Camerounais devrait même s'en vanter. Malheureusement, combien ont cette fierté d'appartenir à un pays qu'on appelle le Cameroun? Est-ce qu'on forme ce qu'on appelle une nation? Est-ce qu'on manifeste cette envie-là de vivre ensemble? Regardez la fierté des Algériens. Regardez à quel point ils sont fiers de leur pays. Au moment où ils se rassemblent, il n'y a plus l'affaire de Sahraoui, il n'y a plus l'affaire de Chaoui, il n'y a pas l'affaire de Berbère, il n'y a pas l'affaire de... Non, je suis plutôt Kabyle, mais non. Ils sont tous Algériens avant tout. Et ils défendent tous un territoire. Les gens sont là, ils trouvent que, voilà, de toute façon, au Cameroun, ils n'ont pas assez de problèmes. Et c'est les mêmes qui se plaignent tous les jours. C'est les mêmes qui demandent les Western Union. Le boycott d'Orange. Vous croyez que jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas porté ses fruits? Je reviens, je vais insister. Je vais insister sur le 8 mars. Ça ne sera plus jamais comme avant. Les mêmes ministres qui prenaient du plaisir à venir en France se balader, les mêmes ministres qui étaient partout, qui venaient se pavaner sur les Champs-Élysées, qui faisaient des selfies, qui allaient dans les grands magasins Gucci, Givenchy et autres, ils ne peuvent plus le faire aujourd'hui parce qu'ils savent qu'il y a la brigade anti-sardinat. Même moi où je suis, là maintenant on me signale que tel ministre ou qui que ce soit, voleur, détourneur de fonds publics de mon pays, se trouve quelque part en France, si j'ai la possibilité à l'instant. Que la personne ait la malchance de se retrouver quelque part en région parisienne, je me lève tout de suite, on appelle l'équipe et on ira chasser la personne. On ira à ses trousses. Ils le savent. Pourquoi ils ne peuvent plus se permettre de faire ça? C'est parce qu'ils savent qu'il y a des Camerounais qui ont refusé. Les Camerounais qui ne veulent plus de cette souffrance. Les Camerounais de la diaspora qui ont dit non à cette humiliation parce que c'est de trop. C'est de trop. Les Camerounais, ils sont allés à l'ambassade, ils sont allés mettre de l'ordre à l'ambassade. Voilà ce qu'ils trouvent à dire. Les Algériens n'ont pas le même problème. L'Algérien doit se battre, mais l'Algérien paye le passeport, pareil que toi. L'Algérien, pour avoir son passeport, il va sur Internet, il valide tout, étant assis sur son canapé, il valide tout sur Internet. Son passeport vient le retrouver chez lui, dans sa boîte aux lettres. Tu mets tout, tu mets ton adresse, tu mets tout. Tu tapes et puis ton passeport arrive dans ta boîte aux lettres. Il n'a pas besoin de se déplacer. Toi, le Camerounais, tu payes non seulement le passeport plus cher, 160, peut-être presque 170 €, avec toutes les insultes, les humiliations, la queue que tu dois faire, tu dois attendre pendant des heures et des heures, tu dois perdre ton travail surtout. Vous voulez faire un rapprochement entre l'Algérie et le Cameroun? J'ai dit, il n'y a pas photo. L'Algérien va le faire sur Internet en 5 minutes. Il va à son boulot. Toi, Camerounais, tu es obligé de quitter, je ne sais pas, Nantes. Tu es obligé de partir d'une ville pour venir forcément à Paris. Tu es obligé de faire le déplacement. Tu arrives à l'ambassade, on te regarde d'abord de travers. Tu arrives, les gens, ils parlent leur langue là-bas, leur boulou là-bas. Makarna, Masilna, ils sont là, ils racontent leurs histoires. Ils ne te calculent même pas. Et tu vas payer non seulement les 160 €, tu vas faire la queue. Tu vas perdre ta journée de travail. Tu vas subir tout ce qui est humiliation, insultes et autres. Tu vas faire la queue pendant des heures. Et pour attendre le passeport, 3, 4, 5 mois, 6 mois, voire même 8 mois. Si tu n'as pas ta personne pour aller négocier, tu n'as pas ta personne pour passer le coup de fil et dire que voilà, il faut qu'on accélère ton dossier. Il y a de fortes chances que tu attends 7, 8 mois pour avoir un passeport camerounais qui coûte 160, 170 €. Et quand tu vas maintenant demander le visa, peut-être pour les étrangers, regardez un pays, le visa à 125 € pour aller au Cameroun. Pourtant, il y a plusieurs pays africains pour encourager l'arrivée des touristes, ont même mis free visa, ou bien ont baissé les prix des visas pour permettre aux étrangers de venir. Salut fils du planteur, salut grande Déborah, salut Robert Top. Merci, partagez massivement le direct s'il vous plaît, partagez. On n'a pas le même problème. L'Algérien le fait depuis son canapé. Toi, Camerounais, tu es dans la merde. Tu es dans la misère. Les hôpitaux sont pourris. Les écoles pourries. Il n'y en a même presque pas. Et les gens pensent que non, le régime algérien. Je vous rappelle que ce peuple-là, c'est un peuple qui a vaincu. Ils ont vaincu l'islamisme politique.
Je rappelle qu'avant, c'était un régime islamiste qui était en Algérie. C'est ce que les Égyptiens ont évité en votant pour Fattah el-Sisi. Il y avait l'islamiste qu'on appelait Mohamed Morsi. C'est ce qu'ils sont en train d'éviter dans leur pays. Ils évitent qu'il y ait c'est-à-dire que des partis politiques basés sur la religion. Parce que c'est ça qui a détruit la plupart des pays arabes. Ils font attention. Il n'y a que chez nous, tu vois, des pays africains autoproclamés, certains pays au sud du Sahara, qui sont fiers de dire qu'ils sont État islamique, d'autres même sont dit État arabe et autres. Comme il y a beaucoup de nègres arabisés chez nous, des Comoriens, il y a beaucoup de nègres arabisés, des Djiboutiens, qui estiment qu'ils sont arabes, ils ont des ancêtres arabes et autres. Cette maladie du nègre, ils évitent ça chez eux. Parce qu'à partir du moment où un parti politique, c'est le cas en Égypte, Bouteflika d'ailleurs a le mérite d'avoir combattu farouchement cet islamisme politique. Je dis bien farouchement. Même si aujourd'hui il part, Bouteflika a quand même travaillé pour son pays. Bouteflika a quand même travaillé. C'est l'un des rares qui a eu le courage, je dis bien le courage, lors du grand rassemblement de la Ligue arabe à Beyrouth au Liban, de rappeler aux Arabes qu'ils sont un poids mort pour l'humanité, qu'en réalité, ils n'ont rien apporté à l'humanité et que même les pays les plus pauvres d'Europe, en 50 ans, ont déposé plus de brevets que la majeure partie, que tous les pays arabes du monde réunis. Tenir ce discours devant tout le monde arabe. Ça a fait des bruits à cette époque, c'était une insulte pour tout le monde arabe. Et il a dit la solution, c'est de retrousser les manches, se mettre au travail et surtout pousser nos enfants à s'intéresser à la science et à la technique plutôt qu'à l'islam. Ça, c'est un discours très fort de Bouteflika, très fort. Et il a fait le travail en faisant le nettoyage en Algérie de tout ce qui était islamisme politique. Parce qu'il est très facile de créer un parti politique basé sur la religion pour ramener le maximum de... Parce que dans ces pays-là, on sait très bien que à partir du moment où il y a ça marche très bien. Il suffit qu'on crée un parti politique et on rappelle aux populations qui généralement ne sont pas très instruites. Il faut juste qu'on leur rappelle qu'en allant voter, quand tu donnes ta voix à Allah. Quand tu votes pour Dieu. Mais une maman, quand elle prend son bulletin, elle va déposer qu'elle va voter pour le parti islamiste. Elle va voter pour ce parti parce qu'elle sait qu'elle donne sa voix à Dieu. Ils ont fait l'effort pendant des décennies, ils ont combattu ça. C'est l'un des mérites de ce peuple-là. Les Égyptiens ont évité ça de justesse. Parce que l'islamisme politique voulait reprendre le dessus. Il n'y a pas photo. Les mêmes Algériens, oui, ils se sont libérés hier de la domination française comme nous. Au même titre que les Camerounais, au même titre que les Malgaches. Ils se sont battus, oui. La preuve, c'est que Madagascar, après ça, après s'être libéré de la France, Madagascar a exigé. Madagascar a décidé de sortir de façon unilatérale, décidé de sortir du franc CFA. Et avait donné un ultimatum aux Français en leur disant, si vous ne signez pas, nous avons décidé de sortir du franc CFA pour créer notre monnaie. Ils ont donné l'ultimatum à la France et à la veille, la France a accordé. C'est pareil pour le Maroc, c'est pareil pour beaucoup de pays. Les Algériens avant utilisaient le même CFA. Ils ont dit non à ça, ils ont créé leur monnaie qui est le dinar. Donc c'est des preuves qu'en Afrique, il y a beaucoup. Si on veut, on peut se libérer du franc CFA. Il y a plusieurs exemples d'ailleurs. Il ne faut pas que les gens pensent que non, quand on est dans la zone CFA, on est condamné. Si tu tentes de parler mal du CFA, on va t'assassiner. Non. C'est parce qu'on a des nègres de maison, on a des sous-préfets à la tête de nos États que ça continue. Pour un peuple qui a le minimum d'honneur, un peuple qui a le minimum de dignité, ne se laisse pas emballer par ce genre de choses. Les Malgaches l'ont fait, les Algériens l'ont fait, les Tunisiens, les Marocains, pourquoi nous ne pouvons pas le faire? C'est des questions à se poser. Donc pour revenir sur le cas de l'Algérie, j'ai dit, les femmes se sont battues. L'État, bon, quand on parle de l'État islamique, c'est la branche Al-Qaïda au Maghreb islamique jusqu'aujourd'hui. L'Algérie est en train de combattre. Et c'est un pays, je rappelle, il y a très peu d'eau.
Je n'ai pas dit qu'il n'y en a pas. J'ai dit qu'il y a une seule, fils du planteur. Je n'ai pas dit qu'il n'y en a pas. Moi, j'ai des amis algériens. À mon travail, ils me parlent de leur pays. Il y a l'autoroute d'est en ouest. Donc, pour revenir dessus, c'est très important. Les Camerounais peuvent faire pareil. Au lieu de rester là à dire que les Algériens, de toute façon, l'armée est du côté du peuple. Non, l'armée n'a jamais été du côté du peuple en Algérie. Que ce soit la gendarmerie, que ce soit... C'est parce qu'ils ont compris qu'ils ont été dépassés par les événements, comme on dit. Les policiers sont sortis. Pendant un moment, ils ont tiré. N'oubliez pas, ils ont tiré. Hein. Les policiers ont tiré sur les populations en Algérie. Hein. On n'en parle pas assez. Hein. Ils ont tiré. Sauf qu'à un moment, ils se sont rendus compte que, mais non. Ils se sont rendus compte que le peuple était vraiment mobilisé. Imaginez dans tout le pays. Imaginez la ville de Douala, on parle de près de 4 millions. Le dernier recensement, je ne sais même pas combien. Quand on parle de Douala, on parle de environ 3 à 4 millions d'habitants. Si ne serait-ce qu'un million se lève, il y a combien de policiers dans Douala? Combien de gendarmes? Donc pour ceux qui nous critiquent en disant que nous restons sur nos fauteuils, nous manifestons à Paris et qu'on n'a jamais rien fait, je vous rappelle que le 8 mars a été NAS, c'est justement parce que nous faisons des mobilisations. C'est parce que nous ici, nous sensibilisons au quotidien. C'est parce que nous avons appelé au boycott du 8 mars que ça s'est passé comme vous avez vu là. Donc il ne faut pas dire que nous ne foutons rien et qu'on est juste là pour bavarder. Si ces mêmes dirigeants ne peuvent plus aujourd'hui venir à Paris, comme je t'ai en train de dire tout à l'heure, se soigner en Suisse, se reposer à l'hôtel intercontinental, c'est justement parce que derrière, nous n'avons pas lâché. C'est clair, je suis très déçu de la situation actuelle, très déçu même d'ailleurs. Je me demande, mais comment on a pu en arriver là? Pourquoi depuis 4-5 mois, il y a quand même quelques petits trucs qui ont bougé? Oui, mais on aurait pu faire plus que ça. On aurait pu faire plus que ça. Il était question de contraindre Biya. Il y a quelqu'un qui m'a répondu tout à l'heure dans mon post qui me disait, le cas de l'Algérie, c'est un cas particulier parce que les Algériens ont le mérite d'avoir poussé Bouteflika à bout. Surtout, ce n'est même pas Bouteflika parce qu'on sait très bien que ce n'est plus lui qui gère le pays. C'est les généraux de l'armée, les ministres, les directeurs qui mangent l'argent, qui se sont installés depuis un bon bout de temps et qui veulent le soutenir. C'est le cas Biya. C'est pareil, on peut faire le parallèle avec Biya. Et celui-là, le monsieur en commentaire me disait, les Algériens ont contraint Bouteflika à refuser, voilà, à ne pas briguer un 5e mandat. Or, les Camerounais, ou du moins les partis politiques, ces hommes, ces politiciens camerounais qui sont présentés à l'élection présidentielle, ont accepté de jouer le jeu, sachant que le code électoral ne les favorisait pas. Or, le cas de l'Algérie, le peuple a dit non. Il suffisait que le peuple camerounais aussi se lève pour dire non à l'élection de Biya. L'affaire aurait été pliée depuis longtemps. Il suffisait qu'on se lève, qu'on dise non à ça. L'affaire aurait été pliée. Biya serait parti je ne sais où. Bon, pas peut-être à la CPI, même si... parce que je ne suis pas pour que les chefs d'État africains aillent se faire humilier là-bas. Mais si c'est Biya qui part là-bas, moi, ça ne me choque pas personnellement. Parce qu'il a passé toute sa vie à humilier les Camerounais. On serait passé à autre chose depuis un bon moment. Mais comme on a un peuple, parfois les gens sont dans la rue, ils pensent que non, en restant dans leur petit cercle, ils vont envoyer les autres devant aller le faire, comme le gilet pare-balles. Ça dit qu'il y a tellement de choses, quand je regarde la mentalité des Camerounais, ça me fait rire. Tout ce qui se passe à l'ambassade du Cameroun à Paris, en Angleterre, en Belgique. Si la diaspora, même je dis, ne serait-ce que la diaspora était une diaspora qui est unie, une diaspora solidaire, on aurait déjà, c'est la première chose à exiger d'abord, aurait été que tous les Camerounais de la diaspora, voilà, que tous les Camerounais de la diaspora se mettent ensemble, manifestent et disent non au système qu'il y a dans nos ambassades. Ce système-là qui consiste à faire tout sur papier, je dis bien faire tout sur papier. L'argent, quand tu viens, tu dis carte bleue, le lecteur carte bleue, il n'y en a pas. Rien ne se fait sur Internet. Tout se fait sur papier. Parce que l'argent, après, part dans les comptes privés. Et le peuple regarde.
Le premier combat même de la diaspora camerounaise, ça devrait être à ce niveau-là. On devrait tout faire, tout contraindre ces gens-là à informatiser tout le système. Et surtout rendre des comptes au peuple camerounais. Mais les gens sont là, la diaspora, ils disent que non, j'ai peur. Je ne veux pas moi m'engager dans ce genre d'histoire. Quand vous faites vos manifestations, il ne faut même pas que ma photo sorte. Parce que le jour que je vais aller au Cameroun, on va m'arrêter à l'aéroport. Il y a tellement de conneries que les gens racontent. Pourtant, si on se met tous ensemble, on s'indigne tous collectivement. Et au même moment, on est capable de bouger les choses. On est capable de faire changer les choses. C'est important de le rappeler. C'est pour ça que moi, je peux conclure en disant que les Camerounais, y compris moi-même, les Camerounais, c'est des morts vivants. C'est des morts vivants. C'est un peuple qui n'existe presque pas. Un peuple complètement amorphe. J'ai du mal avec les Camerounais. Mais quand il s'agit du Congo, ça, regardez tout à l'heure ce que, je ne sais pas quoi, c'était là. Parce qu'elle a annoncé un direct où elle va répondre quoi à Fleur de Lille. Son affaire de striptease et quoi. Il y avait 1300 personnes en ligne. Incroyable. Incroyable. Parce qu'ils viennent voir le Congo, ça, ils sont sûrs que peut-être elle va encore montrer les seins comme elle avait montré la dernière fois. Chacun est là en train de guetter comme ça. Chacun guette. Si peut-être d'un moment à l'autre, elle va encore montrer les seins. C'est ce que les gens viennent voir. Voilà cette diaspora perdue. La diaspora frustrée. La diaspora inutile, bruyante et complètement nuisible. Voilà cette diaspora. Puisque nous on fait la révolution sur Facebook. Bah si, la révolution se fait aussi sur Facebook. C'est l'un des moyens les plus puissants aujourd'hui, les plus efficaces pour communiquer. Je rappelle que Donald Trump a gagné l'élection aux États-Unis avec Twitter. Il n'a pas eu besoin de toute une équipe de professionnels, de journalistes, de caméras et autres, non. Il suffisait qu'il annonce sur son compte Twitter, je serai en conférence demain à telle heure dans tel état. Tout le monde s'y rendait. Avec Twitter, il a gagné l'élection. Pour le cas de Biya, Biya a fait même le miracle. C'est-à-dire que le même Biya promet au peuple camerounais, il dit qu'il va discuter avec la jeunesse camerounaise. Biya a créé le compte Facebook. Je ne sais même pas si les gens sont au courant. Biya a créé le compte Facebook, après il a oublié le mot de passe. Ah, Cameroun. À un moment même, c'était plutôt Twitter. On a dit que le président a créé le compte Twitter. Biya veut communiquer désormais avec la jeunesse camerounaise. Il va de temps en temps inviter les Camerounais à venir découvrir le palais des Tudui. Et à un moment encore, le vieux Biya a oublié le mot de passe de son Facebook. Il a oublié le mot de passe de son Twitter. Ah, les Camerounais, on nous prend pour des cons. On mérite cette humiliation. Nous méritons ça. Nous ne méritons pas le respect. Parce que nous ne voulons pas le chercher. Ça se mérite. Il faut aller le chercher. C'est le miracle du jamais vu. Il y a la signature de Biya sur la nomination des ministres et des directeurs. À la présentation, c'est lui le premier. C'est lui qui demande, mais celui-ci c'est qui? On dit c'est ton ministre de Tchèque, mais qui l'a nommé? On l'a nommé quand? Le gars n'est même pas au courant de ce qui se passe dans son propre pays. Il n'est pas au courant. Merci. Celui-là qui parle du Front National de Libération, quand quelqu'un commence à utiliser ce genre de... Quand quelqu'un parle du Front National de Libération, qui comprend quand même que le peuple algérien, ce n'est pas n'importe quel peuple. On peut s'inspirer de ce peuple-là. On peut s'inspirer de ce qu'ils ont fait. Bonsoir le commandant Calibri. On peut s'inspirer de cet exemple-là. C'est très important. Bouteflika a 80 ans. On va dire pour lui, malgré qu'il est malade, il n'oublie pas son mot de passe. Bouteflika n'oublie pas le mot de passe de son Twitter. Biya, pour lui, il a créé, il a oublié. Et les Camerounais, franchement... Voilà, on va continuer d'ici peu. Je vais vous donner la parole pour ceux qui veulent bien la prendre. Donc, continuez de partager le direct, s'il vous plaît. Partagez massivement le direct. Et surtout, envoyez le maximum de likes et de cœurs. C'est très important. Je vais commencer à passer la parole. Je vais ouvrir la ligne pour ceux qui veulent bien prendre la parole.
Bon, quelqu'un a dit à ta santé, merci. Bon, on va dire c'est pas du vin. Aujourd'hui, je bois pas de vin. Je n'ai rien bu du tout. C'est juste de l'eau avec, ils appellent ça comment encore là? C'est du sirop. Sauf que c'est du bon sirop. Hein. C'est pas vos sirops d'un couloulou là. Voilà. Alors, qui veut bien prendre la parole? Envoyez le maximum de likes s'il vous plaît. Le maximum de likes, le maximum de cœurs, c'est important. Et de partager le direct surtout. Donc, il y a aussi une autre actualité. On parle des, comment dire ça, de quoi, un groupe de quoi, secrétaire, ambassadeur de quoi, du Cameroun tantôt, les Américains vont se rendre, les diplomates. Moi, ce genre de choses, quand je lis ce genre d'actualité, à un moment, je me dis, on est très mal parti. Donc, les Camerounais sont encore là dans ce rêve-là, que c'est les Américains, c'est les diplomates américains qui viendront nous libérer du régime dictatorial de Biya. Ça, c'est incroyable. C'est incroyable. On a oublié que c'est les mêmes gens qui ont des multinationales chez nous. On a oublié que c'est les mêmes gens qui, tous les jours, pillent nos richesses et on compte sur les mêmes gens pour nous libérer. Ça, c'est très grave. Quand je vois les Camerounais qui sont fiers, ils applaudissent, ils ne font qu'à attendre. Oh, le 17 mars, on attend le 17 mars. Parce qu'il y a quoi, secrétaire, quoi, je ne sais pas quoi, américain qui va arriver au Cameroun. Mais il va arriver, ça va changer quoi? Pardon, c'est une humiliation, c'est une honte même pour le peuple camerounais. Que quelqu'un parte de l'étranger pour prétendre venir libérer notre pays et qu'on soit là à regarder. Je dis, c'est très grave. C'est comme ceux qui prient. Ils prient que Biya meure. Je dis, c'est une humiliation. Que Biya meure aujourd'hui, c'est une humiliation pour le peuple camerounais. Donc pendant 37 ans, on a été incapable de le dégager. Au point où, en dernier ressort, les gens sont dans les églises, dans les mosquées, ils prient pour que Biya meure. C'est très très grave. On a été incapable de faire partie Biya. On compte maintenant sur les étrangers pour venir libérer notre pays de la dictature, de la tyrannie. C'est une honte. C'est pour ça que je disais que nous sommes d'une laideur inimaginable. Dans mon texte que j'ai publié avant-hier ou hier, nous sommes d'une laideur pas possible. Quand moi je me regarde, me dis moi descendant de Oumyobé, je dis j'ai honte, je ne ressemble pas à ce monsieur. Parce qu'il est trop grand pour nous. Ernest Ouandjé sont trop grands pour nous. Les Félix Moumier, tous ces gens-là, les Raphaël Fauting, mais ils sont trop grands pour nous. Nous ne sommes pas leurs descendants légitimes. Les descendants, comme on dit, les descendants fiers, non. Les dignes héritiers, non. Nous ne sommes pas dignes héritiers de ces gens. Respectez au moins, respectez ceux-là. Quand un Camerounais se lève, il dit je suis descendant de quoi, de Oumyobé. Mais non, c'est une honte. C'est une honte. Le Camerounais d'aujourd'hui et le Camerounais d'hier, il n'y a pas photo. On ne se ressemble pas. Dépravation des mœurs, c'est nous. Buveurs, c'est nous. Soula, c'est nous. Tout ce qui est trafic, tout ce qui est corruption, des PD, tout ce qui a les homos, les guines qui se font plaisir sur la toile, qui ça dit que il n'y a que chez nous qu'on voit ce genre de conneries. Un pays qui était un pays de major. Quand on entendait un Camerounais arriver dans une école, on savait que c'est lui qui sera le major de la promotion. On est parti de très haut pour chuter. C'est pour ça que j'ai dit, quand on veut citer les héros, citez ces héros, mais mettez-les très loin du peuple médiocre camerounais actuel. On est un peuple de médiocre. On ne peut même pas se comparer à ceux-là. Il n'y a même pas photo. Des gens qui ont été capables de faire des sacrifices inimaginables à leur époque. Il n'y avait pas de route, il n'y avait presque pas de voiture, il n'y avait presque rien. Les gens ont fait des sacrifices pour qu'on ait le semblant de liberté qu'on a aujourd'hui. Et les Camerounais, qu'est-ce qu'ils en font? Il fallait faire peut-être 5 pas, 8 pas, 10 pas. Mais non, on a plutôt reculé. En plus de 50 ans d'indépendance. C'est justement parce que nous ne connaissons pas nous indigner collectivement. C'est parce que nous sommes incapables de mettre la pression sur nos dirigeants pour qu'ils travaillent pour nous au lieu de se remplir les poches. Nous en sommes incapables.
Regardez ce qui se passe maintenant. Il y a un certain Gongo, Ferdinand, qui déjà est en train de se positionner après le départ de Biya et qui a décidé que, bon voilà, il y a leur clan, leur guerre de Nanga contre le clan des Bouloué. Ils sont en train de faire leur guerre entre eux. Maintenant, les Camerounais applaudissent. Waouh, on a arrêté Edgar Alain Mebengo. Mebengo est en prison, sa femme aussi, Bernadette, est en prison. Et les gens sont en train de jubiler. Entre-temps, l'argent du peuple camerounais, ça part où? L'argent du contribuable camerounais va où? Qu'on les laisse pourrir en prison, mais qu'on récupère l'argent, qu'on nous construit des écoles, qu'on construit des hôpitaux, c'est tout ce que nous demandons. Qu'on éduque les Camerounais, qu'on nous donne de l'eau, de l'électricité, c'est tout ce qu'on demande. Mais les gens sont là, ils jubilent. Lui, on a arrêté Edgar Alain Mebengo. Donc, le peuple pendant longtemps n'a été capable de rien faire jusqu'au jour où il y a quelqu'un qui veut se positionner comme successeur de Biya, qui arrête un potentiel concurrent au poste de président de la République pour mettre en prison. C'est là où le peuple sort pour applaudir. On est un peuple de naïfs. Un peuple de cons. Le nombre de cons, le nombre de naïfs qu'il y a dans notre société, c'est très grave. C'est pour ça que je dis toujours, je milite pour que le système éducatif camerounais et même africain en général, on doit revoir ça. Qu'un enfant qui va à l'école, un adolescent qui arrête l'école même à 14 ans, soit capable de réciter, c'est-à-dire que par cœur, l'histoire de ces grands qui ont libéré notre pays. Qu'on enseigne l'histoire de ces grandes dames, de ces héroïnes. Je cite souvent les noms ici. C'est très important. Quand tu vois un Haïtien, même qui est petit, comme un petit Haïtien, le petit Haïtien te dit, je suis fier, je suis descendant de Capo à la mort. Tu vois l'Haïtien n'importe où, il te dit, je suis descendant de Jean-Jacques Dessalines. Je suis descendant de Toussaint Louverture. Je suis descendant de Cécile Fatiman. Ils te sortent, mais ils sont fiers, ils ont une fierté. Même si Haïti d'aujourd'hui est devenu n'importe quoi, mais ils ont une fierté. Mais le peuple camerounais, cette fierté-là a disparu. Le seul encore, ce seul symbole, cette petite fierté qui nous restait, qui était quoi? L'équipe nationale de football. On reconnaissait les Camerounais à l'étranger à travers ce football. Le football aussi également, dans la sauce comme on dit. Tout ça est parti parce qu'on a un peuple qui est spectateur. Le peuple est là pour regarder, pourtant c'est le peuple qui doit être acteur. Voilà où se situe le problème. On est dans des églises, on danse, on chante. Le vendredi, les gens arrêtent tout parce qu'ils vont prier. Ils vont dans des mosquées, ils collent le front au sol. On espère que derrière ça, il y aura un miracle. Et quand tu veux toujours dire que, quand tu dis ceci, qu'on ne peut pas développer un pays avec les prières, il y a tous les gens pour te dire que les Américains sont développés, ils sont des grands croyants, les Japonais sont développés, les pays arabes sont riches, ils sont développés, et là-bas, il y a beaucoup de croyants. Pour quelqu'un qui fait usage de son cerveau, il sait très bien que la prière ne fabrique pas un téléphone. Il sait très bien que tous ces pays-là sont certes développés, mais c'est grâce à la science et à la technique et non à la religion. Les Américains l'ont compris. C'est même d'ailleurs pour ça que les Américains, pendant des siècles, étaient des adeptes de ces religions-là pures et dures. C'est d'ailleurs pour ça que les Américains ont même un retard sur le plan technologique, sur le plan même des inventions et des innovations dans le domaine spatial. Ils ont eu un retard parce qu'ils n'ont pas été pendant longtemps dans les croyances. Les Russes, entre-temps, ont pris le dessus. Aujourd'hui, la donne a changé. C'est pour ça que les Russes, avant, contrôlaient tout. Pour aller dans l'espace, tout le monde pouvait se permettre d'aller dans l'espace, conquérir l'espace. Mais seulement que pour partir de l'espace, pour revenir sur Terre, ceux qui détenaient le code, c'était les Russes. Parce que pendant longtemps, ils ont été épargnés de tout ce qui est Église catholique, qui a fait des ravages partout dans le monde. L'Église catholique a fait des ravages en Europe. Consultez l'histoire le dogmatisme scolastique, ce qui se passait en Europe pendant le Moyen-Âge. Les gens ne pouvaient même pas se déplacer. On leur a mis de ces choses dans la tête, mais au fil du temps, on leur disait que n'allez pas trop loin, parce que là où vous voyez l'horizon, si vous arrivez là-bas, vous tombez dans un vide et vous serez corvéable à merci. Les gens n'osaient même pas faire certaines choses. Là, on est dans le Moyen-Âge. À partir du moment où ils se sont mis résolument au travail, ils ont compris qu'il fallait se battre jusqu'au bout. Salut à toi, le frère Nicolas Biada. Ils ont compris qu'il fallait se détacher de tout ce qui est religion, se mettre sur la véritable voie de la science et de la technique
Et leur pays a commencé à avancer. L'Arabie Saoudite, le Qatar, tous ces pays, oui, c'est beau, les Émirats d'Arabes Unis, mais ils ne sont pas développés avec des prières. Ils ont des grandes écoles internationales chez eux. Ils ont envoyé leurs enfants dans les plus grandes écoles du monde. Étudier, puiser les techniques à l'étranger pour venir développer leur pays. C'est comme ça qu'ils avancent. C'est de cette façon qu'ils avancent. Regardez la jeunesse camerounaise. Des gens sont inventifs. Des gens sont bosseurs. Ils imaginent des choses tous les jours. Les gens tentent malgré tout ce qu'il y a. Mais on a toujours des dirigeants qui essayent de nous rabaisser. Des gens qui veulent s'installer, qui ne veulent rien lâcher. On voit les enfants venir se balader partout. Si moi-même je tombe sur eux, je m'attaque à eux. Je n'ai même pas de doute là-dessus. Ils seront tous répertoriés et le moment venu, on va les attaquer. Il n'y a pas de doute là-dessus. Nous sommes en train de travailler dessus. Comme ils venaient se reposer à l'hôpital Pitié-Salpêtrière, ils venaient à Val-de-Grâce, ils venaient dans les grands hôtels, qu'ils reviennent encore. Qu'ils le fassent à nouveau. Ils verront. Il y a des Camerounais qui ont dit non à ça, qui ont refusé cette humiliation. Et il y a quelqu'un qui voulait prendre la parole. Partagez le direct et envoyez le maximum de likes, maximum de cœurs s'il vous plaît. Et surtout, partagez le direct. Je vais prendre le fils du planteur et après on va continuer. Pour ceux qui veulent bien prendre la parole. Bonsoir, bonsoir Bertie, le Un peuple complètement absent, un peuple qui a démissionné. Bonsoir. Attends une seconde, le fils du planteur, que je retire. S'il te plaît, tu peux baisser la télé, s'il te plaît. Salut, fils du En planteur. fait, vraiment, je suis dépassé et ça me fait plaisir comme tu as abordé ce cap. Les églises au Cameroun. Je ne sais pas, même la sorcellerie vaut la peine que l'histoire là. Je ne comprends pas pourquoi le Camerounais, même pas le Camerounais, l'Africain est aussi vraiment perdu au sens d'oublier, d'être capable d'oublier ses parents qui l'ont accouché, d'oublier ses propres frères, parce que un pasteur, un salaud lui a dit que ce sont les démons comme ils ne font pas la même église que lui. C'est pour ça qu'ils sont tous maudits. Tu oublies tes ancêtres, tu craches sur tes ancêtres, ça veut dire que tu marches avec un sac de malédiction. Mais je ne comprends pas. Et tout ça, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris que l'Europe, en fait, il y a eu tellement, ne serait-ce qu'en France, il y a eu tellement de crimes, de guerres, religions. Rien qu'en France, ça a tellement fait de mal que ça c'est devenu quelque chose vraiment... ça a traumatisé les Français. Raison pour laquelle dans la Constitution française, il dit bien la Constitution française, il est écrit ni Dieu ni roi. Ils ne connaissent pas Dieu, ils ne connaissent pas le roi dans la Constitution de la France. Donc, l'histoire des religions, l'histoire des rois, ça a traumatisé les Français. Ils ont mis ça de côté. Et même ceux qui disent que chez les Américains, il y a la religion, c'est parce qu'ils n'ont pas compris. Mais je tiens à vous rappeler, il y a la religion aux États-Unis, ça se vit là-bas. Mais il y a une ville aux États-Unis que c'est l'argent de la drogue. C'est Pablo Escobar avec tous les autres milliardaires de la drogue, du cartel qui ont construit. Ils ne vont jamais vous dire ça. Mais ils vont vous montrer la religion. La religion n'a jamais construit une ville là-bas. Aux États-Unis, jamais. Et c'est grâce à cet argent-là que beaucoup de personnes... Ça appauvrit. Comment tu peux imaginer que, quand on parle de la guerre des religions, de sécession, des religions, pardon, beaucoup ne comprennent pas que, même en Afrique, rien que imposer ça en Afrique n'a pas été facile. Pour imposer la religion musulmane, par exemple, en Afrique, on casserait les hommes, on tuait, on coupait les bras des hommes, on imposait. Les Arabes venus du Moyen-Orient, de l'Arabie Saoudite, du Qatar, ils ont tellement fait du mal avec ça, tout comme les chrétiens venus de la Belgique, de la France, de l'Angleterre sont arrivés chez nous. Ils ont tellement fait du mal avec ça. Je tiens à vous rappeler que le premier Camerounais à se baptiser, il était de Bonapriso. Son nom de baptême était Smith. J'oublie son nom même. C'était un doigt là. Un doigt là, j'oublie son nom, il était de Bonapriso. De Bonapriso, son nom de baptême était Smith. En 1949. Quand on regarde ça, ça n'a pas encore fait 200 ans au Cameroun, mais les Camerounais sont tellement dedans que tu te demandes que mais ceux-ci la même sorte d'où. Avant que les Allemands n'arrivent au Cameroun, il n'y a pas la culture camerounaise. Et pendant ce temps, en Europe, les églises sont transformées en boulangerie, en salle de sport. Les gens viennent là-bas, ils font du footing et tout ça là. Ils ont transformé ça en centres commerciaux. Et même les musulmans d'Europe ont proposé une solution.
Et ceci, c'est financé par les Saoudiens, par les richissimes du Qatar, que les anciennes églises de France doivent être rachetées doivent être transformées en mosquées. Ils sont en train de financer ça. Mais les Européens, de leur côté, maintenant, se disent non, nous sommes Européens à la base et nous n'allons pas laisser une religion étrangère venir dominer notre sol. Ils font exprès de transformer ça en salle de sport, centres commerciaux. Ils font exprès de ne pas accepter qu'on les transforme en mosquées. Parce que ça va être très grave en France. Il y a déjà non, mais ils ont mosquées en France. Dans la stratégie européenne. Non seulement il y a 2500 mosquées, il y a plus de 600 mosquées en construction encore. Donc le peuple français panique face à ça. Et entre-temps, chez nous, c'est là où les gens même encouragent à construire les églises et les mosquées. Je dis, mais on est dans un monde de malades. Un bonsoir spécial à Papitou. Papitou, bonsoir à toi. C'est un ami d'enfance. Donc, quand je dis Papitou, il comprend. Bonsoir spécial à toi, frère. En fait, j'étais de disant que les églises, en fait, sont devenues une armature, un appât qu'on pêche les plus faibles avec. Ça sert à ruiner les plus faibles afin de les soumettre et les assujettir pour des buts vraiment politiques, à des fins politiques au Cameroun. Regardez un peu. Quand tu vois les enfants nés d'une même mère, les jumeaux, le même jour, l'un est protestant, l'un est chrétien, l'autre est musulman, dans un bateau, l'un jette l'autre dans l'eau parce qu'ils n'ont pas la même croyance. Ça, qu'est-ce que ça... Et peut-être si tu vas aller au fond, tu vas voir que la maman était athée. Elle n'avait pas de religion, elle ne croyait à rien. Mais comment ça se passe dans la tête? Qu'est-ce qui arrive à l'enfant pour que quelqu'un jette son frère parce qu'ils n'ont pas la même croyance? Je ne sais pas à quoi ils croient, je ne sais pas quoi ils pensent. C'est l'aliénation. Et je vais prendre un petit exemple. J'ai souvent l'habitude de poser cette question-là à mes camarades qui sont jésulâtres, fiers de l'être, et mahométans, fiers de l'être. Je pose souvent cette question simple. Je vais prendre l'exemple de ces deux frères dont tu viens de parler. On va prendre un exemple simple. Ils sont deux musulmans, l'un et l'autre chrétien. Alors, s'ils sont trois, supposons je prends le musulman. Ils sont deux dans le bateau avec un descendant d'arabe qui est aussi musulman. Et on dit, le prophète Mohammed, comme ils disent Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si lui il arrive et il est question de sauver l'un des deux, c'est-à-dire le nègre qui est converti à l'islam et son descendant qui est arabe et musulman, il sauvera qui? Quand tu poses cette question à Mahométan, il est mort. Lui-même, il a la réponse. Le Mahométan est conscient, il a la réponse que l'arabe, ça dit que Mohamed va d'abord sauver son fils, il va d'abord sauver son descendant qui est musulman d'abord à la base. Or, lui, l'Africain n'est qu'un converti, on a imposé l'islam à ses ancêtres. Il est conscient. Betty. Sauf que il va toujours sortir un mensonge derrière. Ils ont toujours une parole. C'est-à-dire c'est une parole qui est déjà prête là. Ils vont te dire que non, le prophète va sauver celui qui a la bonne foi et qui croit en Dieu et qui n'a pas fait le péché. Parce que le prophète ne fait pas la différence entre les êtres humains. Il ne fait pas la différence au niveau de la couleur de la peau. Ils savent très bien qu'ils sont dans un mensonge qui ne dit pas son nom. Betty, il y a quelque chose que, en fait, je ne sais pas. En fait, les bouquins là, je ne sais pas où j'ai mis ça. C'est ça. Attends. Je vais te montrer. Il y a un bouquin ici que j'aime bien. Ça, c'est je dis aux Africains, ça doit être leur livre. Tu connais bien ce bouquin, je pense. Cheikh Anta Diop, Nation, Nègre et Culture. En fait, ça traite tous ces problèmes religieux. Ce bouquin, ce livre, ça traite tous ces problèmes de la religion dont on nous a apporté. Tout est à l'intérieur. Tout est là dedans. Ça balaie tout ça. Alors, quand je regarde un Africain être là en train de prier un Jésus ou un Mohamed, je me pose toujours la question de savoir comment. Regardez bien dans le centre de la civilisation. Même Pythagore, les Thalès, pour mieux approfondir les mathématiques, étaient obligés de venir en Afrique calculer les dimensions comment on appelle ça? Le symbole égyptien là. Les pyramides. C'est les pyramides. Les pyramides. Ils étaient obligés de venir pour calculer les dimensions de la pyramide pour pouvoir démontrer que oui, ils sont des mathématiciens, qu'ils sont des philosophes. Mais pourquoi l'Africain va venir en Europe chercher une religion qui n'existe pas en Europe, que les Européens eux-mêmes ont refusé? Je prendrai l'exemple sur le Camerounais. Tous les jours, il dit que Dieu, Dieu. Oh Dieu, oh Dieu. Mais quand tu arrives en France,
Même les églises là, c'est devenu des symboles de tourisme où on vend les bougies là-bas à 2 euros, 3 euros, 5 euros. C'est devenu un lieu de commerce. C'est devenu un monument touristique. Ça ne sert plus à rien. Eux-mêmes, dans la constitution d'un État, il est marqué ni Dieu ni roi. Pas de Dieu, pas de roi. Mais l'Africain, le Camerounais est derrière. Celui qui vient te dire que quelque chose est bien, il ne pratique pas. Il fuit. Il vient chez toi, il te dit que l'uranium, il te dit que ton uranium est mauvais. Il vient avec ça chez lui, mais il te dit que l'uranium est mauvais. Pourquoi il laisse Dieu qui dit qu'il est bien? Il chasse chez lui, il vient déposer chez toi, et l'uranium qui est mauvais chez toi, il prend pour mettre chez lui. Ça ne nous dit rien. On est derrière, on est perdu. Tellement. Regarde dans ce livre, on nous dit, dans ce livre, c'est dans ce bouquin que j'ai compris, que Cham, l'ancêtre des Noirs, en fait, si j'ai bonne mémoire, c'est dans Genèse, je ne sais pas quel chapitre, mais c'est dans Genèse, que Cham, l'ancêtre des Noirs, il était maudit parce qu'il était maudit, il était noir parce qu'il était maudit, parce qu'il a vu son père nu. Raison pour laquelle son père l'a maudit. Et nous sommes devenus noirs. Il est devenu noir, l'ancêtre des Noirs. Mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Il y a, Cham, il y a tout, l'ancêtre des Noirs. il y a tout à l'intérieur de l'ouvrage. Sauf que ça fait, la version, cette version-là, ça fait plus de 500 pages. C'est là où l'histoire parle de Noé et surtout de Canaan, on présente les Noirs comme les descendants. Il parle de tous ces gens, il détaille tous ces les détails sont à l'intérieur, sauf que dans la religion. Donc les Africains refusent de comprendre tous les jours. L'Africain va prendre le temps de lire la Bible, lire le Coran, mais il ne prendra pas le temps de lire Nation et Agriculture. Et voilà où nous en sommes. Ce sont les conséquences. Il ne lira pas. Et ce que il y a quelque chose qui m'interpelle. Regarde, on nous dit bien que on nous dit que le canal de Suède, quittant de l'Égypte, parce que on nous dit bien, les Juifs sont entrés en Égypte, une famille de 12, au nombre de 70. Ils ont fait 400 ans en Égypte. L'Égypte était nègre. C'était une famille de bergers et affamés, très malfamés, qui se sont déplacés, qui ont fait le déplacement, parce qu'ils n'avaient pas d'eau sur leur terre. Ils avaient faim, ils n'avaient rien, ils s'étaient rendus à l'Égypte. Quand tu lis Nation d'agriculture, c'est bouleversant. C'est le premier niveau d'initiation. Mais ils n'avaient rien. Le pire, c'est qu'ils tombent sur les Nubiens. Les Nubiens, aujourd'hui, qui est en partie le Soudan du Nord, une petite partie du Soudan du Nord, aujourd'hui, et une partie de la Libye, aujourd'hui, la Nubie. Quand ils tombent là-bas, ils font des métis. Puisque la Libye, je vais dire, l'Égypte antique était nègre, ils font des métis. Et des métis. Donc, en fait, si on veut mieux voir, c'est comme Haïti d'aujourd'hui, parce qu'il y a des métis en Haïti, parce que les colons y étaient depuis fort longtemps. Il y a des métis là-bas. Mais Moïse arrive pour délivrer ce peuple. Cette distance qui quitte de l'Égypte antique pour la terre promise, où c'est au Juda, où c'est au quoi là, de l'Israël, là, en Israël, ça fait 640 km. Moïse a marché 640 km en 40 ans. Et quand tu divises ça, il marchait 15 mètres par jour. Mais mon frère, sois un peu intelligent. Sois intelligent. Il marchait 15 mètres par jour. Il les amenait où? Où est-ce qu'il les amenait? L'histoire a dormi. Mais ce sont les histoires dormies debout. Ça n'a pas de sens, ça. Donc, le point A au point B, c'est 640 km. On dit qu'il a marché 40 ans. Mais 40 ans, comment? Comment il a fait pour marcher 40 ans? Et nous, on nous demande toujours de rester croire. Croire à quoi? Aux drôles d'illusions? D'autant plus que dans nos croyances antiques, même les Blancs n'ont pas eu le courage. Je dis bien, ils n'ont pas eu le courage d'entrer dans certains lieux sacrés chez nous. Et j'en suis témoin parce que si on ne le dit pas, il y a une version de l'histoire du Cameroun dont beaucoup ne disent pas. Ces documents ne disent pas. La version de l'histoire racontée par nos grands-parents qui étaient vraiment au fin fond du maquis. Comment Wandje se protégeait? En fait, à l'ouest Cameroun, plus précisément à Bazou, en allant vers Bassoumdjan, il y a une qualité d'herbe là-bas, Betty. Quand tu traverses à t'aveugle pendant 24 heures, c'est où Wandje se a payé de son sang de ses soldats. Parce que quand ils traversaient cette herbe, ça les aveuglait. Ils mouraient de faim. Ils mouraient parce qu'ils se retrouvaient, ils retraversaient. C'est comme ça qu'ils mouraient. Et tout ça, ce sont nos cultures. Ce sont nos cultures. Le blanc n'a pas pu conquérir certaines parties de l'Afrique à cause de ces pareils trucs. C'est naturel, c'est pas surnaturel. Mais on vient nous dire qu'il y a un Dieu quelque part qui fait des miracles.
Quel miracle! S'il y avait un Dieu quelque part, je vais vous dire, ni l'Église catholique, ni la franc-maçonnerie, ni la Rose-Croix n'a le pouvoir ancestral africain. Pourquoi? J'ai travaillé au musée du Quai Branly. Il y a des statuettes qui venaient là-bas. Quand on venait mettre certaines statuettes, on était obligé d'appeler les Béninois pour qu'ils viennent avec le vaudou pour faire entrer la statuette. Il n'y a pas la franc-maçonnerie là. Le siège de la franc-maçonnerie, c'est à Saint-Lazare. C'est à la gare de Saint-Lazare. Il n'y a pas les églises catholiques. Vous allez me dire quoi? Arrêtez, il faut que l'Africain sorte de son, je vais dire quoi, de son sommeil. On a tout chez nous, on manque juste la connaissance. Il manque juste éveiller. Il y a les grands-parents. Tu vois un grand-parent, il voyage. Il voyage. Il y a accident dans un véhicule ou dans un vol. L'autre, comment il s'appelait? Tchana Mizar, le défunt député Tchana Mizar. Il avait cette magie. Quand il y a accident dans un véhicule, le mec disparaît. Il disparaît. Il va disparaître, réapparaître ailleurs. Mais ici, là, vous allez dire quoi? Voilà des connaissances antiques que des gens partent. Je rappelle ici que Issa Nabré, beaucoup vont croire que peut-être c'est de l'utopie. Issa Nabré possède ce pouvoir. Parce que quand Issa Nabré prend Mme Koster en otage, la femme de l'ambassadeur français au Tchad, il prend Mme Koster en otage. On fait tout pour assassiner ce mec, on ne parvient pas. On l'enseigne dans la maison, on ouvre la maison, il disparaît. Françoise Claustre, elle s'appelait Françoise Claustre, c'est une anthropologue française. Anthropologue française, pardon. On fait tout pour l'assassiner et on ne parvient pas. C'est quand il y avait la guerre. Tu tires, tu vois, Issa Nabré, tu tires sur lui, la balle n'entre pas. Mais vous allez dire quoi de ces gens de mecs? Vous allez dire quoi? Et quand tu regardes le semblant du coup d'État de 84, où on dit qu'on a battu le colonel Saleh, en réalité, on n'a pas battu le colonel Saleh. On l'a écrasé avec le Caterpillar parce que la balle ne perçait pas. Est-ce qu'il avait un gilet pare-balles? On l'a déshabillé. Le blanc est obligé de mettre des gilets pare-balles sur lui. Pourtant, le noir, il a juste des connaissances antiques pour pouvoir se protéger. Voilà de quoi. Voilà comment on a dénudé le noir. On a dénudé l'Africain. Il a abandonné des connaissances et il a pu aller ailleurs. Regardez un peu le cas de Guillaume Soro Gibafouri, le président de l'Assemblée nationale ivoirienne. En 2006 ou 2007, quand on a bombardé son avion, il est sorti dedans comme s'il partait à la cuisine. Vous croyez que c'était de sa faute? Vous croyez que c'est pour rien? Vous pensez que c'est pour rien? Je rappelle que c'est un crash de vol. Explosé à un RPG, le lance-roquette. Le missile solaire. C'est ça qui a explosé son vol. Il est sorti. En fait, c'est ce qu'on appelle, c'est ce que Doumbi Fakoli a appelé dans son dernier livre, l'utilisation. Il a appelé ça l'énergie naturelle, contre l'utilisation de l'énergie naturelle contre l'énergie artificielle. C'est-à-dire l'Africain a un certain pouvoir que malheureusement, on a certaines valeurs qui nous ont été léguées par nos ancêtres, que nous avons mis malheureusement au tombeau à cause de l'arrivée de ces religions. Parce que dans l'islam, non, il ne faut pas toucher à ça parce que c'est de la sorcellerie. Tu as vu la statuette, il y a une statuette de vaudou, une statuette qui est d'origine de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il y a 3000 femmes dans le monde et 90% de ces femmes sont des femmes blanches. Oui, c'est un musée, c'est dans un musée. En fait, cette statuette-là, on a voulu ramener ça à Quai Branly. Là, on appelle ça la statuette de la fertilité. Donc, il y a beaucoup de femmes qui avaient ramener ça à Quai Branly qui n'ont pas eu la chance d'accoucher. Et quand elles touchaient ça, elles embrassaient. Et quelques temps après, elles tombaient enceintes après eu des relations sexuelles. Donc, mais ce n'est pas qu'au Quai Branly. En fait, cette statue-là, ça fait le tour du monde. Il y a un moment, ça peut être au Quai Branly. Un moment, ça peut partir d'ici pour le Canada. Ça peut aller en Angleterre. C'est en train de faire le tour du monde. Et toutes les femmes qui ont touché ça, qui ont embrassé, sont tombées enceintes par la suite. C'est l'énergie naturelle. Et il y a tellement de choses comme ça chez nous en Afrique à découvrir et à redécouvrir. C'est à nous d'aller vers les plus anciens, c'est à nous d'aller vers les initiés. Quand je parle d'initiés ici, je ne parle pas de sorcellerie. Parce que quand on veut parler d'initiation chez nous, c'est tellement, on a tellement raconté autant de mythes autour de ça que les gens pensent que tout ce qui est initiation renvoie à la sorcellerie. Ça n'a strictement rien à voir, mais c'est ce que mon professeur Nissim Lasconi a mis dans un DVD, dans un brillant DVD qu'on appelle, intitulé L'Afrique profonde. L'Afrique profonde, c'est-à-dire qu'il y a toutes ces réalités-là à l'intérieur dans un DVD. Et pour revenir sur la religion, aujourd'hui, malheureusement, pendant qu'il y a crise, ils ont appelé ça la crise de la foi en Europe, c'est-à-dire les gens ne croient plus en Dieu. Les gens ne sont plus dans les croyances.
tellement l'Europe a connu cette crise de la foi au point où aujourd'hui on est obligé de former les prêtres africains en Afrique, oui, qui viennent en Europe travailler. Tu vas voir, la majeure partie des prêtres en Europe sont des Noirs. Tu vas prendre le cas de la France, la majeure partie des prêtres, c'est des Noirs. Parce que les Blancs eux-mêmes ne sont plus dans cette histoire. Mais chez nous, des églises de tous les jours, et des mosquées, et des églises, et ceux même qui tentent de dire qu'il ne faut plus accorder ces permis de bâtir des églises et des mosquées, sont attaqués. Parce qu'ils ont fait croire au peuple qu'à un moment, oui, pour que le peuple se libère, il va falloir qu'il y ait le maximum de mosquées et le maximum d'églises. Ça n'apporte strictement rien. Malheureusement, dans ces mêmes villages, il y a des églises, il y a des mosquées, mais à côté, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Les gens ne peuvent pas se soigner. Il n'y a rien de tout ça. Betty, les gens en sont fiers. Tu sais la chose la plus stupide que je regarde dans ce monde? La chose la plus stupide que moi je regarde dans ce monde et qui m'étonne, c'est que le même Dieu qui prie tous les jours, disant que ça sort du Vatican, de l'Église catholique, de la pensée de Constantin, tous les jours, c'est la plus grande entreprise au monde, l'entreprise la plus riche au monde, c'est l'Église catholique, qui n'a jamais connu la crise, ni les faillites, ni quoi que ce soit. C'est l'Église catholique. Et dans ces églises catholiques, ils pratiquent encore le culte du crâne. Ce que les Bamileke ont chez eux là-bas, ils disent que non, il ne faut pas que... Il faut comprendre qu'on nous a tellement aliénés, on nous a enlevé de ce qui était essentiel pour nous donner l'inutile, afin de nous permettre de ne pas pouvoir avancer. Raison pour laquelle nous, les Africains, aussi à quelque part, nous sommes beaucoup en tort. Beaucoup en tort. Parce que quand on veut croire, on croit aveuglement. Quand le cardinal Mazarin parle de génie et de réalité, ce qui veut dire qu'il faut faire la part des choses dans la croyance. Il faut croire, mais ne soyez pas bêtes derrière la croyance. Nous avions notre croyance. La croyance peut être une pensée. Penser à quelque chose. Cherchez le bon sens dans la croyance. Arrêtez de toujours de dire que non, ce qu'on fait, le pasteur a dit que le pasteur n'est personne. C'est un petit couillard, c'est un petit cuion qui cherche surtout à enceinter les filles de l'église, de sa soi-disant église et se lever partir. Alors, c'était pour dire aux gens que vraiment, je vais fermer un peu la parenthèse religieuse et revenir sur la parenthèse, sur le côté politique qui m'est vraiment intéressant. Alors, il y a quelqu'un aujourd'hui qui a essayé qui veut me faire croire, voilà, il dit quoi? En fait, il m'a envoyé la photo de son âme et sa photo comme il est garde présidentiel. Il veut m'intimider. Il croit qu'il va m'intimider. Mon type, tu es libre de penser, de m'attendre à Yaoundé. Mais chez nous, il y a l'adage qui dit, même pas l'adage, bon, je vais passer le l'adage, je vais juste te dire, en physique, on dit, deux aimants de même nature, deux corps aimantés de même nature se repoussent. Ce qui veut dire, le jour que moi j'entrerai à Yaoundé, toi tu seras en train de fuir. Ça c'est clair, mais ça met-toi ça dans la tête. C'est pas parce que tu filmes ou c'est quoi que tu filmes, tu te filmes, tu m'envoies la photo comme tu as en tenue. Mais je comprends bien à combien de fois tu es égoïste et égocentriste. Tu es fier de te filmer, m'envoyer ta photo. Tu ne sais pas qu'on t'embauche pour être escadron de la mort, prêt à mourir gratuit. À tuer pour ta pauvre maman en a accouché peut-être 7 enfants, 5 enfants, 6 enfants. Tu es le seul qui travaille comme escadron de la mort. Et tu te réjouis de travailler comme ça. Tes 6 ou tes 5 autres frères sont au chômage. Ils ne parviennent pas à se nourrir, non plus à manger. Tu ne peux même pas prendre soin de ta maman. Mais ceux-là qui viennent pour t'aider, pour que toi, tu puisses comprendre d'où va la vie. Que tu ne sois plus un homme contraint, que tu sois un homme libre, que tu travailles par conviction et non par convention. Parce que ton travail que tu fais aujourd'hui, ce n'est pas de foi. C'est parce que tu es réduit à la mendicité, à la pauvreté, que tu es obligé de t'incarner dans cet escadron de la mort, croyant trouver un bonheur. Pourtant, ça ne mène qu'à ton malheur. C'est de ça il est question. Nous ne venons pas contre toi personnellement, c'est contre Bia. Mais si tu nous fais bloc, tu subiras la sanction de Bia. Rassure-toi. Parce qu'au moment où tu seras en train de te battre, Bia sera en train de prendre la fuite. Et quelques gardes plus rapprochés pourront le suivre. Ce n'est pas vous tous.
Égale à je toi. vais passer un bonsoir à mon papa. Papa Emma, bonsoir. J'espère que tu vas très très bien. Continue, fils du planteur. Égale à toi. Parce que la justice révolutionnaire, elle est très, 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 très violente. Et le peuple camerounais te regarde. Tes enfants que tu as mis au monde te regardent. Ta famille te regarde. À toi la conscience. Parce que beaucoup de militaires camerounais, c'est quand ils vont à la retraite qu'ils se posent des vraies questions. Mais quand ils sont en service, ils ne se posent jamais des questions. Pourquoi ils ne se posent pas des questions? Parce qu'ils sont, je vais dire, il y a la brasserie qui coule à flot dans les casernes militaires. Voilà où le fruit de leur pensée se retrouve dans les bouteilles d'alcool. Ils ne pensent à rien. Tous les soirs, on vous endort avec l'alcool. Vous croyez que vous avez atteint votre apogée. Vous détenez des AK-47. Vous pensez que vous avez la maîtrise de la force, de la violence. Je tiens à vous rappeler, la violence n'appelle que la violence. On ne brise pas le cercle de la violence avec la violence. Parce que la vengeance est voisine. La vengeance est voisine de la violence. Et comme vous vous cachez sur le pseudo-nom politique de Paul Biya ou rien, je vous rassure que nous, on se cache sur le pseudo-nom Cameroun ou rien. Rassure-toi, le Cameroun ou rien, vous allez partir nous laisser. Mais c'est à l'heure là, c'est au crépuscule de vos jours, de tes jours en particulier, que tu comprendras pourquoi Mobango voulait se suicider. C'est parce que la main qui se cache à la fesse finira par toucher le caca. Oui, c'est de ça les questions. Il ne faut pas qu'il meure, qu'il paye de ses actes. 20 ans, 40 ans de prison, qu'il pourrisse là-bas tous. Voilà pourquoi, au crépuscule de vos jours, tu penses que Mobango va se suicider, pourquoi? Ce n'est pas parce qu'il a mal de la prison, c'est parce qu'il sait ses enfants n'ont plus d'avenir. Il n'y a plus d'avenir. C'est le devenir de ses enfants. C'est comment vont vivre ses enfants. C'est ça. Et c'est le couple prisonnier. Un couple prisonnier, il faut comprendre. C'est de ça les questions. Périssent en prison. C'est de ça les questions. Tous. Et comme vous, ce Mobango, je ne pense pas que toi qui veux m'intimider, et d'ailleurs, ne pense pas que tu peux m'intimider. Parce que avant que je n'arrive en Europe, j'étais au Cameroun. Et ce que j'ai fait au Cameroun, tu vas finir ta formation militaire, servir Paul Biya, tu ne vas jamais faire. Je dis bien, tu ne vas jamais faire. Pas en mal, hein? Tu ne vas jamais faire. Mais je te rassure juste, je te dis que tu seras le dernier. Et quand tu seras en train de pleurer, même la voix pour parler, tu n'auras pas. Tu n'auras pas. Et maintenant que tu es sur tes deux jambes, j'espère que tu sois seulement blessé au combat pour voir comment tes enfants, combien de fois tes enfants vont souffrir. Pourtant, tu servais un individu inconscient. Donc, toi-même, tu veux servir, pas parce qu'on t'oblige de servir. La menace que vous faites, que vous intimidez le peuple, ce peuple vous rendra justice. Et toi particulièrement, tant que je suis vivant, toi et moi, on aura des comptes à régler. Tant que je suis vivant, après cette révolution, pendant cette révolution, on aura des comptes à régler. Je suis en vrai profil, je ne suis pas en faux profil. C'est toi qui es en faux profil. Je suis en vrai profil. Je passe tous les jours sur les directs. Mais mes comptes à régler, c'est quand tu seras blessé. Je ne te les réglerai pas méchamment. Je t'apporterai de quoi vivre. C'est en ce temps que je te rappellerai. Alors, mon frère, mets tes expressions en valeur. Car les miens, je les mets en valeur. Et retiens, la révolution ne déclenche pas un jour. Même le rebelle naît sain. Ce sont les actes, les actions des uns et des autres qui conduisent certaines personnes à se rebeller. Et un révolutionnaire est animé par le plus grand sentiment d'amour qui peut exister. Raison pour laquelle les révolutionnaires se battent toujours pour les plus faibles. Et moi, je t'ai dit, je t'apporterai mon soutien. Je vais te répondre.
Le jour où tu n'auras pas, et c'est ce jour que je te rappellerai. Toi et moi, on est ensemble. Merci. Merci beaucoup, fils du planteur. Merci. Merci. Très bonne soirée. Je vais prendre quelqu'un d'autre. Alors, je vais prendre quelqu'un d'autre pour conclure avec juste 2 mots sur ceci. Dans ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure, le symbole de la fierté algérienne. C'est un peuple qui a une fierté, c'est ce que nous n'avons pas chez nous, malheureusement. Je vais vous montrer une petite vidéo qui dure à peine 2 minutes. On appelle la fierté. Un Algérien qui est fier de son pays. Il adore son pays. On aimerait avoir des Camerounais comme ça, qui parlent du Cameroun à tort et à travers. Au moindre truc en Algérie, pas